L'Europe va se trouver confrontée dans les années qui viennent à toute une série de défis. D'abord, il faut ce défi économique, de la croissance économique, de la modernisation économique qui est important. Et puis je pense qu'il va y avoir je crois qu'il y a un problème sur lequel il faut être attentif, c'est les tensions qu'il y a à l'intérieur de certains États. C'est vrai qu'on voit bien que l'Europe, si vous voulez, le processus de construction européenne contient des risques, et je pense que l'un des risques nouveaux qui apparaît, c'est, disons, pour parler brutalement, les éclatements d'État. Je pense à un exemple très précis, qui est l'affaire de la Belgique, qui est une affaire importante, qui peut être une affaire grave, et c'est vrai que s'il y avait donc, je dirais, le premier type de problème ou de risque qui se pose alors sont des risques internes. Je crois qu'il y a une deuxième question, c'est, je dirais, l'Europe et son voisinage. Je crois que l'une des priorités pour l'Europe, c'est qu'elle a besoin d'un voisinage de paix. Elle a besoin d'un voisinage de paix. Et il faut qu'elle trouve les moyens de promouvoir un voisinage de paix. Elle le fait du Cernière avec les élargissements, avec les partenariats, etc. Mais c'est vrai qu'il va falloir c'est vrai que le grand problème va être ce problème d'un voisinage de paix. Et je dirais que le troisième grand problème, c'est que l'Europe arrive à participer ou être positive dans la construction de la paix mondiale, dans la construction des règles mondiales. Donc vous voyez, moi j'ai tendance non pas à identifier, par exemple on dit le terrorisme. C'est vrai que le terrorisme est un problème. C'est vrai que les phénomènes terroristes sont un problème pour nous. Mais d'abord, sous l'étiquette terrorisme, on met des phénomènes extrêmement différents. Hein. Des phénomènes très différents. Il y a des terroristes, disons nationalistes, et des terrorismes globaux. Donc il faudra gérer ce problème. Mais dire il y a une menace terroriste, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il n'y a pas un acteur terroriste. Il y a des terroristes, il y a des mouvements terroristes. Ça ne veut pas dire qu'il y a une menace. Voilà à peu près les problèmes que je verrai pour l'Europe dans les années qui viennent. Je dirais simplement, la principale menace, c'est l'unité de l'Europe elle-même. C'est-à-dire, je crois que le véritable challenge aujourd'hui de l'Europe, c'est tout simplement son existence. Parce que une menace, c'est sur une identité. Le problème, c'est je crois que le vrai problème aujourd'hui, le problème fondamental, c'est l'identité de l'Europe. Ou bien nous arrivons à digérer les formidables élargissements qui se sont faits, c'est-à-dire le post-soviétisme, et nous arrivons à sortir de l'impasse institutionnelle et à consolider l'unité européenne, ou nous n'y arrivons pas. Bon, les événements extérieurs peuvent faciliter ou au contraire contrarier cette évolution. Autrement dit, il y a un aspect interne à l'Europe, c'est-à-dire sa capacité elle-même à se consolider. Il y a un aspect externe, et là il y a des paradoxes. Enfin, je veux dire, on pourrait broder là-dessus, mais une vraie menace, par exemple, une menace au sens classique du terme, agissant sur l'Europe, pourrait avoir les effets contraires. C'est-à-dire, ou bien ça peut conduire à l'approfondissement de la perte d'identité, ou le contraire. C'est-à-dire que c'est souvent d'ailleurs dans les épreuves externes que les identités se forgent. Hein. Mais enfin, je crois que le problème essentiel de l'Europe aujourd'hui, après l'extraordinaire phase post-soviétique, c'est de retomber sur ses pattes, si vous voulez, et de poursuivre l'œuvre d'intégration européenne, ce qui ne va nullement de soi. Je crois qu'il faut admettre qu'on ne peut pas parler avec l'Iran d'un seul sujet. Et je suis donc personnellement de ceux qui pensent que si une voie doit être recherchée, c'est par une discussion sur un ensemble de questions et pas seulement sur la question nucléaire. De toute façon, je suis convaincu qu'il n'y a pas de solution, par exemple, satisfaisante en Irak sans le concours de l'Iran. Je pense que si nous n'avons, s'il n'y a pas un minimum d'accord avec l'Iran, l'Iran aura toujours, je parle dans les années qui viennent, n'est-ce pas, la possibilité de compliquer le problème. Par conséquent, pour dire les choses en clair, je suis personnellement favorable à la grande négociation, c'est-à-dire au grand bargain, comme disent nos amis américains. Encore faut-il aussi que les Iraniens nous aident un peu. Bon, et que si ils continuent d'avoir des postures qui
qui décourage ceux-là même qui vont dans ce sens, je crains qu'effectivement cela ne finisse mal. Voilà, donc j'exprime, si vous voulez, ce qui me paraît souhaitable. Je crois que le Grand Bargain, c'est la solution. L'évolution du régime iranien, ça doit venir de l'intérieur. De toute façon, le jour où l'Iran, dans l'hypothèse optimiste, serait un peu réintégré dans la communauté internationale, quand je vois que même la Corée du Nord, n'est-ce pas, est en train ce dont je me félicite par ailleurs, d'ailleurs, de se rapprocher des États-Unis. Si la Corée du Nord se rapproche des États-Unis, je ne vois pas pourquoi l'Iran ne se rapprocherait pas des États-Unis et de l'Union européenne. Encore faut-il qu'ils nous aident, Et pour l'instant, je dois dire que j'ai du mal à en voir les signes. Si vous voulez, je ne suis pas du tout en désaccord avec Thierry, mais si vous voulez, ce qui me sidère dans l'affaire iranienne, d'ailleurs, et aussi dans l'affaire européenne, c'est qu'il y a des choses, vous voyez, il y a des évidences qu'on ne veut pas voir. Et moi, dans l'affaire iranienne, je vois deux évidences qu'on ne veut pas voir. La première évidence, c'est le nationalisme. Le nationalisme, ça existe, c'est une réalité. L'Iran, moi je dirais, Thierry a dit l'Iran est un grand pays, je dirais l'Iran est un grand pays, l'Iran est un grand pays qui a des revanches à prendre. Donc, comprendre l'Iran d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'Iran soit beaucoup plus compliqué que la France ou les États-Unis ou les Émirats arabes unis ou que sais-je, ou d'autres pays. Je crois que le nationalisme, ça existe, et le nationalisme est très fort en Iran, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Je crois qu'il y a une autre chose dont on ne parle pas dans le monde actuel, et qui pour moi est vraiment l'une des clés du monde actuel, c'est la démocratie, c'est-à-dire l'égalité. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la revendication d'égalité est extrêmement forte. Et je pense que derrière, je pense que derrière la bombe iranienne, il y a deux revendications politiques très fortes. Premièrement, je suis un grand pays, donc j'ai le droit d'être à égalité avec les autres. Et je crois que c'est extrêmement fort. Et si vous voulez, je pense, Thierry, bon, disons que la grande question, c'est le grand marchandage. Et il faut souhaiter le grand marchandage. Il faut souhaiter le grand marchandage. Dans le grand marchandage, je pense que l'Iran demandera, peut-être pas l'arme atomique, mais elle demandera un droit libre à avoir l'arme atomique. Si on regarde le dossier, on voit bien que l'Iran a toutes sortes de raisons de dire « j'ai le droit d'avoir l'arme atomique ». Au nom des mêmes raisons que la France. Au nom des mêmes raisons que la France. La France a voulu l'arme atomique, De Gaulle notamment voulait l'arme atomique, parce qu'il se souvenait de 1940. C'est-à-dire la solitude de la France au printemps 1940. C'est vrai que quand vous êtes vaincu, vous êtes attaqué, vous êtes seul. Vous savez, l'Iran a connu cette solitude à plusieurs reprises, et elle l'a connue en 1980. Donc ça, je pense que des Iraniens aussi bien roménistes que non-roménistes ne le diront pas. C'est vrai qu'il y a un obstacle. L'Iran est partie au TNP, et elle est partie au TNP comme État non nucléaire. C'est vrai qu'elle a pris un engagement juridique fort. C'est vrai que, j'ai envie de dire, dans mon avis, c'est pour moi le seul obstacle. C'est cet engagement juridique. On pourrait dire l'Iran s'en fout, c'est un pays révolutionnaire. Je ne suis pas sûr que les Iraniens s'en fichent autant que ça, de briser cet obstacle. Et c'est vrai que là, il y a un obstacle réel du côté iranien. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Je dirais que si on raisonne, enfin en juriste, que je ne suis pas tout à fait, mais on peut dire qu'on peut tout à fait défendre l'idée que l'Iran doit respecter cet engagement, qu'elle ne peut pas le remettre en cause. Elle a pris un engagement, elle doit le respecter, et si elle le casse, c'est quelque chose de grave qu'elle fait. On peut trouver une autre argumentation, qui est de dire, au fond, moi, l'Iran, j'ai souscrit comme État non nucléaire au TNP, mais, comme on dit, rebus sixtantibus, les choses ne changeant pas. Or, les choses ont changé. Et mon sentiment, je peux me tromper, c'est que les Iraniens vont tenir ferme là-dessus. Peut-être pas pour avoir l'arme nucléaire en tant que telle, mais en tant que telle, pour le droit d'avoir l'arme nucléaire. Et je crois que derrière ça, il y a un argument extrêmement fort, qui est l'argument nationalisme, et l'argument, j'ai envie de dire, démocratique, parce que l'ordre nucléaire mondial est un ordre inégalitaire. Et là, il y a un véritable problème. Et je pense que du côté iranien, il peut y avoir aussi une espèce d'exaltation ou d'enthousiasme à être celui qui dit « je montre que le roi est nu, je montre que cet ordre est dépassé ». Donc on va avoir il faut souhaiter un grand marchandage, ça je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Je suis aussi tout à fait d'accord avec Thierry en disant que le pire est possible, mais le pire il vient jamais des grands facteurs, il vient toujours des engrenages, des enchaînements. Mais je crois que véritablement l'affaire de l'arme nucléaire va être quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a derrière ça le nationalisme iranien.